La saison continue sur le Chasseur Français TV. Effectivement, on avait envie de rester dans cet univers de chasse, de pêche avec vous aujourd'hui et aussi de vous présenter les nouveautés du marché parce que malheureusement, quelques salons sont annulés. Donc merci à Adrien d'être venu nous rejoindre depuis la Belgique pour présenter les dernières nouveautés de Browning. Merci à Marine qui est arrivée avec ses 45 000 followers dans sa valise. Pierre, son compagnon, qui va nous raconter justement qu'est-ce que c'est que vivre avec une influenceuse. Ça doit être casse-pied, non? Parfois, j'imagine. Voilà, il va tout nous raconter. Et Daphné, que vous connaissez maintenant, Daphné est une des chroniqueuses de Campagne Hebdo. Elle va nous parler de vénerie. Mais juste avant, on part en Vendée retrouver Sébastien Faraud, qui est le directeur de la Fédération des chasseurs de Vendée, avec leurs 13 500 adhérents. Bonjour Sébastien, comment ça va? Bonjour Tancred, ça va très bien, et toi? Comment s'est passée cette saison justement? Parce que ça a été quand même mouvementé, non? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'était pas habitué, comme tout le monde. On a eu 3 confinements successifs, peut-être celui qu'on est en train de vivre étant le plus facile. Ça a été compliqué par rapport aux interdictions de chasser au mois de novembre, hein, notamment. Autant sur le confinement du printemps, il y avait un confinement qui était collectif, quelles que soient les pratiques. Donc ça a été bien perçu par les chasseurs et notamment les piégeurs qui étaient concernés à cette période. Mais c'est vrai que dès qu'on arrivait début novembre, là, ça a été très très dur à gérer par les fédérations des chasseurs. Beaucoup d'incompréhension entre les chasseurs et beaucoup de mal aussi à faire en sorte de retrouver une pratique à peu près normale, hein. On est revenu à des modes de chasse plus communs en décembre, sachant qu'il y avait quand même les chasseurs migrateurs qui étaient impactés par la grippe aviaire en plus. Oui, on va y revenir. Mais alors, le premier confinement, si on essaie de faire un petit retour en arrière, donc tout le monde confiné, c'est-à-dire que la fédération, tout le monde travaillait, j'imagine, depuis chez soi, c'est ça? Ouais, on est tous passés en télétravail. Alors c'était la nouveauté, on commençait à expérimenter ça depuis le début de l'année 2020. On était relativement organisé, alors parce qu'après il y a tous les aspects techniques qui se présentent, hein, les accès aux serveurs, comment communiquer auprès des chasseurs. On était prêt de ce point de vue-là. Par contre, après dans la pratique, c'était arriver à donner les informations dans les temps, donner la bonne information aussi, puisque sur le premier confinement, c'était le ministère qui cadrait à peu près tout. Et les préfets avaient quelques marges de manœuvre. Donc, par exemple, on a pu tirer les corvidés, mais pour toutes les autres opérations de piégeage, ce n'était pas possible. Alors, c'est devenu dérogatoire dans certains départements à partir du mois de mai, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des chasseurs. Et après, par contre, on a réussi à avoir une ouverture au 1er juin donc sur les espèces que sont le sanglier et le chevreuil, qui s'est bien passée. Pour autant, jusqu'à la veille du 1er juin, on était encore dans l'incertitude puisqu'il y avait des délais légaux de consultation. Oui, c'est ça, hein, pour tous les territoires en France, pour ceux qui chassent, entre autres, le brocard à l'approche, on a su ça au dernier moment. Donc après, la saison reprend à peu près normalement, et là, catastrophe, en tout cas, la Vendée, qui est quand même un département où il y a beaucoup de chasseurs de gibier d'eau, entre autres, hein, beaucoup de chasseurs de migrateurs, la grippe aviaire qui arrive et interdiction de transporter les appelants, même si en Vendée, il n'y a pas de chasse de nuit, on le rappelle. Non, mais alors on chasse 2 heures après le coucher du soleil, on reprend 2 heures avant. Euh, pour autant, enfin, il y a beaucoup de chasseurs qui ont des appelants, hein, donc il y a eu un impact qui a été assez important. Et puis quand on est rentré dans le risque élevé, il y a eu ensuite toutes les problématiques de transport de gibier. Donc dès le mois de novembre, ça a impacté tous les chasseurs d'oiseaux, en général, pas que les chasseurs de migrateurs. Même si c'est eux qui, notamment sur la chasse du gibier d'eau, ont eu apporté le plus de restrictions. Après, enfin, quand on dit que ça a repris normalement, enfin, il y avait quand même un protocole sanitaire qui imposait, même en battu, d'être 10 maximum avec le masque. C'était pas évident à gérer parce que c'est vrai qu'en plein été, bon, c'est pas des conditions normales de chasse. Et on a été obligé de faire le service après-vente et de beaucoup communiquer auprès de nos chasseurs qui ont bien joué le jeu, hein. On peut vraiment être satisfait. Et pour autant, après, le problème qui s'est posé, c'est dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on va à la chasse, c'est aussi pour être en pleine nature, sortir le masque justement et respirer l'air pur. Donc ça, c'était pas évident. Alors, c'est vrai que
cette grippe aviaire et puis ces confinements, ils sont arrivés au mauvais moment parce que je me souviens très bien que effectivement fin octobre, début novembre, quand on a eu cette seconde vague, on a été empêché de se déplacer dans plein de territoires. Avec Pierre, on chasse sur un territoire, le gibier d'eau d'ailleurs. Pierre, je me souviens, on a un groupe WhatsApp et avec Pierre, on se demandait quand est-ce qu'on allait pouvoir partir à la passée et malheureusement, on était confinés. En tout cas, on n'avait pas le droit de se déplacer autant qu'on aurait pu le faire normalement. C'était pareil en Vendée. Il y a eu pas mal de frustration autour de cette saison qui aurait dû être une saison plutôt bonne, non? C'est ça, non? En tout cas pour le gibier d'eau. Frustration, c'est un faible mot. On a eu beaucoup de colère et beaucoup d'amertume des chasseurs, puisque il y a eu au moment de la sortie de l'arrêté qui prennent le confinement, il y a une note du ministère qui est sortie, qui a été diffusée un peu partout et qui parlait de chasse plaisir et de chasse utile. Et alors, au lieu de réunir les chasseurs, ça les a plutôt divisés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pratiquants que du grand gibier, par exemple, hein, qui eux voulaient aller à la chasse et ils avaient tout à fait le droit de pouvoir, mais par contre, il y avait les autres qui les regardaient de loin, une période qui est le mois de novembre, qui est un peu la période phare, notamment pour les migrateurs. Et ça a créé des dissensions au sein des chasseurs. Donc nous, on a essayé de redonner le mot qu'il n'y avait qu'une seule chasse, hein, une seule chasse, une et indivisible. Pour autant, quand il y en a qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit, c'est pas forcément comme ça que c'est perçu. Donc beaucoup de colère. Petit à petit, on a réussi à négocier. Alors parce qu'il faut savoir qu'ensuite au deuxième confinement, c'était des négociations avec le préfet en direct, hein, pour savoir ce qui était autorisé, ce qui ne l'était pas. On a réussi à négocier quelques possibilités de déroger, de se déplacer. Ça s'est assoupli après le 28 novembre. Pour autant, ça n'a pas été facile parce que les décisions n'étaient pas les mêmes dans tous les départements. Certains arrivaient à obtenir des choses, d'autres pas. On n'avait pas de clarté sur ce qu'il était possible de faire ou non. Et après, on a une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des chasseurs qui peuvent bouger, dépasser la limite. Alors, je ne sais plus de combien elle était. Je crois que c'était le kilomètre au départ. Après, ça s'est élargi. Mais bon, si le chasseur, quand il pratique, prend un PV, il se retourne vers sa fédération. Il ne se retourne pas vers la préfecture. Donc on a dû gérer tout ça, ça n'a pas été évident, c'était à qui communiquer le plus vite pour donner les meilleures informations. Voilà, alors je ne sais pas si on ressort grandi de cette expérience, ça a un petit peu resserré les rangs d'un côté, mais dans d'autres cas, je pense qu'il y a un fossé quand même qui s'est créé, il y a beaucoup de chasseurs qui souhaitent raccrocher maintenant. Oui, donc ça y est, on sort déjà que ça a un impact. Vous mesurez déjà un peu ça, c'est-à-dire que peut-être une baisse du nombre de permis l'année prochaine, c'est envisagé? Alors, on a deux phénomènes qui se croisent. Il y en a un, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été confinés, qui ont un besoin de nature, donc qui s'inscrivent à l'examen du permis de chasser. Donc, on va avoir beaucoup de néo-chasseurs. Et par contre, il y en a beaucoup, je connais des chasseurs de migrateurs, ça doit être ton cas aussi, hein, qui sont écœurés par les successions de restrictions d'année en année avec des espèces qui deviennent non chassables, des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse qui font que la saison dans son ensemble est réduite. De la grippe aviaire, on doit être à la 6 ou 7e saison, on a des restrictions qui sont liées à la grippe aviaire. Et cette année, ça tombe encore plus mal avec les confinements. Oui, il y a des chasseurs qui commencent à être usés de tout ça. Donc, alors, faut attendre la fin de la saison prochaine pour mesurer s'il y a vraiment un effet. En tout cas, dans les mots, il y en a certains qui sont plus durs que les saisons précédentes. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment franchir le pas et qui soit vont faire une pause, voire vont complètement arrêter de chasser. Alors, faut pas être alarmiste pour autant. Bon, écoute, on te souhaite beaucoup de courage. On va en profiter quand même pour dire que le boulot de directeur de fédération, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être simple. Merci de ton implication parce qu'on a besoin d'avoir des directeurs de fédé, des personnels des fédés hyper investis. Vous avez tous traversé une année très dure et si on a pu tous aller à la chasse, c'est aussi grâce aux fédés comme la tienne. Donc merci depuis Paris pour tout ça. Et bon courage pour la saison qui va arriver en espérant beaucoup moins de restrictions, un nombre de permis qui continue de croître. Et je sais qu'en plus, tu es très investi sur les questions de gibier d'eau avec pas mal de dossiers chauds qui vont arriver, comme l'a prévenu le président de la FNC, Willy Schran. Donc, on va avoir encore besoin de mobilisation pour les années à suivre. Un grand merci, Sébastien, et à très bientôt. Merci beaucoup, Tancred. Adrien, justement, cette année écoulée, alors on avait
vraiment très peur que le secteur de la chasse s'effondre, qu'il vive peut-être sa plus grave crise avec ses confinements, ses armureries fermées. Alors, surprise, finalement, c'est bien moins pire que ce qu'on aurait imaginé. D'ailleurs, Marine, elle a gagné plein de followers cette année encore. Mais oui, c'est même plutôt très bon. En fait, on a tous été un petit peu surpris par le côté soudain de la crise. Personne ne s'attendait à ça. Mais je pense que le marché a réussi à vraiment réagir comme il fallait, Browning en particulier, parce que dès le début, on a mis en place des actions en premier lieu pour soutenir nos armuriers qui étaient fermés, ou soutenir les clubs de tir, mais après aussi des actions au niveau marketing, que ce soit avec une nouvelle manière de communiquer, que ce soit avec des lives. Les soutenir, ça veut dire concrètement ça Donc consiste... on a mis une action commerciale en place où en fait les chasseurs et les tireurs pouvaient faire une promesse d'achat à leur armurier, et nous en échange on leur offrait un pack cadeau. Donc c'était vraiment essayer de donner une petite bouffée d'oxygène aux armuriers qui, comme l'ensemble des commerçants, étaient vraiment fort impactés par la crise. Et alors il paraît que pendant le premier confinement, il y a eu des ventes d'armes, entre autres haut de gamme, assez incroyables. Il y a plusieurs distributeurs et importateurs qui nous ont confié qu'ils avaient jamais vu ça. Pierre, tu t'es offert une carabine cette année ou... Non, pas cette année. Moi, je chasse toujours avec des armes Browning que j'ai acquis il y a 2 ans, dont je suis très satisfait. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore changé. Mais... Ah ben voilà, un client content. Voilà. Il ne faut pas changer. Il faut rester chez Browning, en tout cas. Alors là, une histoire, moi, que j'adore. On va vous raconter l'histoire de Marine et Pierre. Marine est partie à la chasse depuis 10 ans avec Pierre, et puis il y a 3 ans, elle a passé en cachette son permis de chasse pour lui faire plaisir. Moi, je dis bravo. Non, pas que pour lui faire plaisir, mais pas que pour lui faire plaisir. En partie. Donc Marine, avant qu'on commence, je tiens à te féliciter parce que j'ai vu un podcast où tu étais face à l'opposant à la chasse, Rigaud, et tu t'es très bien débrouillé. Alors, donc vraiment félicitations. Merci. Non mais c'était intéressant parce que tu as pu expliquer la chasse, et puis lui était moins agressif peut-être que d'habitude. Donc comme quoi, quand on explique les choses, je ne sais pas ce qu'on en pensait les gens. Alors, vous pouvez aller voir ce podcast, ça s'appelle Le Crayon, on retrouve sur YouTube. Exactement. Comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, il n'y avait aucune animosité. C'était assez bienveillant, et justement, le média, ils étaient assez objectifs, ils n'ont pas pris de parti, et ils m'ont laissé parler avec passion, donc c'était agréable. D'accord. Daphné, toi, ça t'arrive de temps en temps de devoir défendre la chasse dans des dîners ou lors d'échanges avec des amis ou des gens que tu ne connais pas ? Tout le temps. En plus, toi, vraiment, tu pratiques la vénerie, donc ouais. double peine la chasse potentiellement. en général, bien sûr, et la vénerie encore plus. Déjà parce que la vénerie est très méconnue, donc en fait, les gens arrivent avec plein d'a priori, ce qu'on peut comprendre. Quand ils sont ouverts à la discussion, c'est toujours plus facile de leur raconter que moi, par exemple, j'habite au chenil avec nos chiens, on s'en occupe tous les jours, tous les matins. Il faut les soigner, on les aime, on les connaît tous par leur nom. Ouais. C'est déjà la base, et en fait, beaucoup de gens ignorent ça, et ignorent aussi que c'est la confrontation naturelle entre des prédateurs, les chiens, et une proie, et que l'homme n'intervient que très peu dans cette confrontation très naturelle, et en fait, que c'est pas du tout un jeu barbare comme veulent bien le dessiner les opposants. Tu invites souvent des gens qui viennent voir le chenil ou des chasses? Il y a des gens tout le qui temps viennent... aussi. Moi, j'ai fait mes études à Paris, donc j'ai pas mal de potes parisiens qui ne connaissaient pas du tout la nature, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas pas la chasse, que j'invite souvent et qui sont ravis de découvrir, et qui, sans devenir des veneurs et des chasseurs passionnés, au moins connaissent mieux cette pratique et la tolèrent et comprennent pourquoi nous la pratiquons. Alors Marine, elle a été encore plus loin parce que toi, tu es devenue influenceuse, c'est ça? C'est pas ton activité principale, mais aujourd'hui, tu es vraiment présente sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des gens les plus influents sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça a démarré? Alors, ça a démarré, donc j'ai commencé à accompagner il y a un peu plus de 10 ans, donc Pierre, qui m'a fait découvrir le monde cynégétique. Et j'ai décidé de passer en cachette mon permis, donc pour ceux qui connaissent l'histoire. Je l'ai passé il y a donc 3 ans, sans rien lui dire parce que je ne voulais pas qu'on me mette de pression. J'y connaissais au départ pas grand-chose. Donc je l'ai passé, et après je lui ai fait la surprise parce qu'il me racontait qu'il manquait un posté, et je lui ai dit tu pourrais me poster, c'est près de l'occasion. Et là, ça, il me répond non Marine, en termes de sécurité, j'ai pas le droit. Enfin, il faut que tu passes ton permis, t'as qu'à y aller. Et là, je lui ai sorti le permis, je lui ai montré. Il est resté bouche bée, et depuis, donc je chasse plusieurs fois par semaine, parfois même plus que lui. Mais c'était une belle surprise, non? Très belle surprise, surtout que je m'y attendais vraiment pas. C'est-à-dire qu'elle suivait la chasse, elle aimait ça,
Mais à aucun moment j'aurais imaginé qu'elle aurait passé son permis comme ça sans rien me dire. Donc elle a inventé des excuses à chaque fois qu'elle partait à droite à gauche. Et en fin de compte, ce jour-là, je suis vraiment resté bouche bée, c'est le cas de le dire. Par contre, maintenant, tu as quand même un truc à supporter, parce que moi, je me suis retrouvé à une chasse avec vous. Alors, Marine, elle a son téléphone et prend des vidéos dans tous les sens et tout. Toi, as quand même, ça doit être incroyable de vivre avec une... Comment tu tiens, quoi, parce que... Exactement, je suis de l'autre côté de Tu prends des vidéos, toi, je pense aussi pour elle, forcément. Des vidéos, les photos que vous voyez sur Instagram, je suis derrière l'écran à chaque fois, donc, enfin pas à chaque fois, mais quasiment. Dans la boue. Et oui, il y a pas mal de photos pour obtenir un cliché qui sont prises et c'est parfois contraignant. Mais bon, on le fait. Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés aussi. Et alors, du coup, toi, tu y consacres quoi, 1 heure par jour au moins, non, j'imagine, parce que... Plus. Ça va dépendre, en fait. Donc, c'est pas mon activité principale, donc ça va dépendre de comment je peux organiser mon temps. Le week-end, j'y passe tous mes week-ends, ça c'est évident. J'anticipe les contenus, créer quelque chose qui soit diversifié. Donc, c'est pas que avoir des photos de chasse ou pas que des photos de moi, par exemple. C'est justement d'axer sur la valorisation du gibier, donc que ce soit de la cuisine, que ce soit de l'approche. C'est vrai que tu fais pas mal de vidéos de gibier. Entre autres, j'avais vu des choses sur des hamburgers de chevreuil. Chevreuil au Cantal, oui. Je pense que tu vas t'amener à revenir sur nos plateaux et parler entre autres de cuisine. Exactement. Non, mais c'est important de montrer tout ce qui se passe autour de la chasse. C'est pas juste une journée de chasse comme on peut souvent le voir en image, mais c'est tout ce qui est à côté, l'aménagement, la préparation, la sécurité, les repas entre amis, les moments qui sont conviviaux justement. Donc toi, ce que tu essaies de montrer en fait, déjà le fait que tu sois une femme, on peut imaginer que ça puisse passer mieux, entre guillemets, mais tu essaies de montrer justement ce rapport à la nature, cette convivialité, c'est ça, non? Je montre en fait la vision que ça représente pour moi, jeune chasseresse, donc depuis 3 ans, qui en apprend tous les jours. Je ne suis pas experte en effet, mais je pense que c'est important de montrer qu'on peut vivre en ville, mais en même temps apprécier partir tous les week-ends à la campagne, passer tous ces week-ends en forêt, et le partage, l'évasion, la découverte, toutes ces valeurs qui sont pour moi essentielles aujourd'hui. En fait, vous deux, vous êtes très représentatifs de ce qu'on pourrait appeler les nouveaux chasseurs. Toi, tu as 28 ans, si mes souvenirs, toi 31, 32 ? Exact, 31. 31, c'est ça. Donc, c'est-à-dire quand même une partie des chasseurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui habitent en ville, comme c'était ton cas, toi aussi, Daphné, et tous les week-ends, vous, alors là, dès le vendredi soir, on ne vous voit plus, quoi. Exactement. La question ne se pose pas, on n'est jamais à Paris le week-end. D'accord. Ça, et puis je pense je rebondis, je pense qu'on est loin des clichés que la chasse pouvait avoir il y a encore 25 ans, où c'est vraiment le chasseur avec sa bouteille de vin qui part à la chasse. Ah non, là, vous avez l'air plutôt sympathique. Hein, je pense, enfin j'espère en tout cas, mais voilà, on essaye de... Enfin, c'est pour nous en tout cas une nouvelle vision de la chasse, c'est-à-dire que c'est une chasse où on respecte la nature, les animaux, et puis on partage tout ce qu'on peut, quoi. Alors pour vous, des gens comme ça, c'est génial. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils parlent bien, ils disent pas de bêtises. Pour défendre la chasse ou en tout cas éventuellement promouvoir des équipements ou même faire en sorte que la chasse attire encore de nouveaux chasseurs, c'est génial. Vous appuyez sur des gens comme ça maintenant? Oui, Marine de plus en plus. était ambassadrice Browning pendant quelques années, où on travaille toujours ensemble, avec Pierre également. Et effectivement, c'est du pain béni de voir que la communauté de chasseurs se renouvelle, s'agrandit aussi avec des profils diversifiés. Donc oui, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Bon, Daphné, il va falloir que tu augmentes ton nombre de followers, hein, je pense. Ok. En tout cas, merci Marine. Je pense que tu vas être amenée à revenir sur nos plateaux. Avec Pierre plaisir. Aussi, j'espère qu'on va pouvoir vous revoir très vite tous les deux. Et puis merci aussi Sébastien, depuis la Vendée, de nous avoir accompagnés sur cette saison continue. Bon courage à toi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la suite des événements. Et on va accueillir maintenant un de vos copains d'ailleurs, Benjamin Frémont. Restaurateur, chasseur. Lui, il est encore pire que vous, il chasse tout le temps, lui, il fait que ça. On va l'accueillir tout de suite sur notre plateau et on va commencer à présenter justement les nouveautés Browning. Super. Benjamin, bienvenue alors parmi nous. C'est une première, on va être très heureux de t'avoir de temps en temps parmi nous. On va en profiter d'ailleurs, Manu, si ça ne t'embête pas d'amener ce Maxus, donc on va présenter dans quelques instants. Benjamin, toi, je t'ai déjà vu avec du matériel Browning d'ailleurs, entre autres des carabines Browning. C'est ça, je chasse en battu et à l'approche avec une X-Bolt, une en 7RM et une en 30-06. Par contre, tu n'utilises pas de semi-automatique. D'ailleurs, heureusement, parce que Benjamin à la chasse au canard, entre autres, s'il avait ça, on n'arrêterait pas de l'entendre. Alors justement, ça c'est une des nouveautés de cette saison là qui commence à arriver chez les armuriers, c'est ça? Tout à fait, c'est le Maxus 2, on commence à le livrer actuellement, oui. D'accord. Donc nouvelle évolution, c'est ça?
Donc en fait, voilà, le Maxus, vous le connaissez tous probablement, c'est un des fusils semi-automatiques les plus répandus sur le marché français. Il est vraiment fort apprécié des chasseurs pour toute une série de raisons. On a voulu l'améliorer, donc ce qu'on a fait une grande étude à l'échelle européenne pour savoir un petit peu quelles étaient les attentes des chasseurs par rapport aux fusils semi-automatiques. Et c'est à partir de là qu'on a apporté toute une série d'améliorations. On rappelle d'ailleurs que Breuning, le marché le plus important en Europe, c'est la France. Hein. Tout à fait. Oui, oui. La France, après c'est l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. D'accord. Oui. Ouais, donc pour vous, c'est... La France, je pense, c'est un peu la capitale de la chasse en Europe, en tout cas en termes de population de chasseurs. Et puis même en termes de culture de chasse, c'est aussi un pays qu'on apprécie beaucoup parce qu'il y a une grande diversité au niveau de la chasse et des chasseurs. Alors on était tout à l'heure avec Sébastien en Vendée, ça c'est typiquement le fusil pour les chasseurs de gibier. Vous nous le décrivez un peu là, les particularités de... Alors ce qu'on a fait, donc comme je l'ai dit, on a fait une étude pour savoir quelles étaient les attentes des chasseurs. On s'est rendu compte que l'attente numéro 1, c'était avoir un fusil qui s'adapte parfaitement à la morphologie du chasseur. C'est pourquoi ici la crosse s'adapte parfaitement. On peut modifier la pente, l'avantage et la longueur en jouant avec des intercalaires et différentes plaques de couche vendus en accessoire. Les intercalaires sont dans la boîte. Donc on règle son fusil soi-même. C'est ça, on peut le régler soi-même. Après, si ça ne suffit pas, la crosse peut également être coupée. Donc c'est quelque chose qui est assez rare quand même. Voilà, je pense que pour un fusil composite, c'est plutôt rare. C'est important de le souligner. On s'est rendu compte aussi qu'un autre critère important, c'était le confort de tir, surtout quand on a tendance à tirer des cartouches lourdes pour le gibier d'eau. C'est pour ça qu'on retrouve une joue en gel réactar. C'est le même gel qu'on a sur les gilets de tir. Donc ça permet vraiment d'atténuer le recul quand on tire des cartouches assez épaisses. Alors un truc qui saute directement aux yeux quand on regarde le fusil, c'est la plaque de couche, une Inflex 2 qui est assez épaisse vu qu'on est sur du 32 mm, donc c'est très épais. La particularité des plaques de couche Inflex 2, c'est qu'en fait elles dirigent le recul vers le bas. D'accord. Donc ça permet justement d'éviter d'avoir de mauvaises surprises. Surtout avec des fusils comme ça, parce que là on tire soit de la petite cartouche, mais on peut aller jusqu'à la cartouche Magnum, jusqu'à 89 j'imagine, pour ceux qui... Super Magnum, donc en 89. Voilà, ceux qui tirent le gibier d'eau la nuit, au gabion ou à la hutte, donc il vaut mieux effectivement avoir... Et alors il existe dans quelle déclinaison? En calibre 20? Vous l'avez en calibre 20, pas encore, donc pour l'instant on est sur du calibre 12, il y a différents modèles, donc ici j'ai le camo roseau, mais également un camo forêt. D'accord. On a une version composite noire, on va dire un petit peu classique, et également une version composite avec une finition carbone. Donc j'insiste bien, c'est une finition carbone, ce n'est pas une crosse carbone. D'accord. Et donc voilà, aussi pour les canons, c'est des 71 et 76 pour la plupart, à part celui en carbone qui peut être acheté avec un canon plus court de 66. D'ailleurs, bravo, parce que là, je vois que c'est un fusil pour droitier, mais vous avez créé, alors je ne sais pas si c'est la première fois, d'ailleurs, on se demande pourquoi ce n'est pas arrivé, mais sur vos superposés, il y a une ouverture pour les gauchers. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de faire ça, parce qu'on se demande même pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je pense que les gauchers arrivent à faire entendre leur voix de plus en plus. D'accord. Je fais partie d'eux. Il y a des gauchers parmi vous? Non. D'accord. Moi, vous êtes gaucher. Je suis gaucher. Et donc, c'est vrai que j'ai souvent tendance à insister auprès de mes collègues sur l'importance aussi de développer des armes vraiment conçues pour les gauchers. Donc, on a notamment les superposés avec la clé d'ouverture qui part vers la gauche. Mais après, on a toute une série de carabines aussi qui s'adaptent très bien pour les gauchers. L'offre, je pense, est appelée à s'étoffer dans les prochaines années. Ça, c'est un système d'empreinte gaz? Système d'empreinte gaz, tout à fait. D'accord, ok. Oui. Bon, ça, les Français, ils adorent ce genre d'armes. Il sera à quel prix à peu près public en armurerie? Pour les versions camouflage, il faut compter environ 1 650 €. Après, c'est un prix recommandé. On peut le trouver un petit peu moins cher si on cherche un petit peu, sans doute. Et pour les versions composite noire, c'est 100 € de moins, donc 1 550. Daphné, toi, est-ce que tu chasses un peu le petit gibier? Alors, très peu. On n'a pas le temps, malheureusement, parce qu'on élève nos chiens de chasse à courre. Donc ça, c'est toute l'année. Et donc, 6 mois de l'année, on chasse avec eux et les 6 autres mois, on s'en occupe tout autant. Donc ça nous laisse assez peu de temps pour d'autres formes de chasse que la vénerie. Mais j'aimerais bien découvrir une chasse en hutte. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ça devrait pouvoir s'organiser, on devrait trouver. Alors, il n'a pas autant de chiens que toi, Benjamin, mais lui, à la chasse, il a 3 chiens. 2 labradors. Et un working cocker. Voilà. Alors toi, tu adores le labrador, justement. En fait, j'ai découvert le labrador à travers un reportage. Et je suis tout de suite tombé amoureux. J'ai trouvé que c'était un chien déjà intelligent. J'ai 3 enfants.
Donc, Ouais. il fallait qu'il soit vraiment calme avec les enfants surtout. Et puis il m'accompagne partout. J'en ai une qui m'accompagne à l'approche, à la chasse au canard. Bah, en t'es battu. restaurateur, on peut le dire. Hein. Oui, Il y a oui. ton chien Ah, il est tout le temps au avec bureau. toi, il repart même dans tes jambes Exactement, en scooter. ouais. Ouais. Marrant, hein, c'est hyper calme. Hein, quoi. Elle est très très calme. Non, j'ai une chance d'avoir un chien très calme. Parce qu'il y a Et des labradors qui sont complètement foufous et elle est calme, donc ça c'est agréable. Et le second, c'est un chien, ce qu'on appelle les labradors fox. C'est un Red Fox. Ouais. C'est un Red Fox que j'ai depuis maintenant 1 an, Ouais. que j'élève pour faire des concours. Ouais. J'aimerais faire des concours avec cette petite chienne qui vient de chez Clarisse Deslovers. Et non, j'en suis très content. Et alors, particularité, quand on chasse à l'approche avec Benjamin, il a aussi ses labradors avec lui, ce qui est quand même Oui, assez rare, les gens qui se baladent avec Oui. leur chien à l'approche. Ils sont hyper bien dressés. Ça me permet de rater de temps en temps aussi. Mais non, parce que je l'ai vu rater avec une carabine Browning l'été dernier, un brocard, qui n'est pas très fréquent pour Benjamin, mais c'était peut-être pas la faute de la carabine, mais en tout cas, c'est À faute arrivé. de Tancred, j'avais un petit peu de trac. Voilà. Voilà, On va dire exactement. ça. Je lui ai mis un peu la pression avant. Alors justement, alors ça c'est pas du tout pour aller chasser le brocard à l'approche, mais ça fait partie des armes chez Winchester qui marchent super bien, c'est ça? Tout à fait. Bah, donc c'est la nouvelle version de la SXR que vous connaissez, vu que c'est une carabine semi-automatique très répandue sur le marché français, donc carabine de battu. Donc c'est la SXR 2. Alors celle-ci, elle a des accessoires, justement on peut régler l'ajout afin d'être parfaitement en ligne avec la lunette. Tout à fait. Donc ça c'est vendu en accessoire. D'accord? Mais alors, les choses vraiment importantes à savoir pour l'évolution de cette carabine, donc, qui est toute nouvelle sur le marché français, c'est que maintenant, sur la nouvelle SXR, il y a un arrêtoir de glisseur, de D'accord. glissoire. Je pense que c'est une caractéristique importante à l'heure où les chasseurs sont de plus en plus conscientisés quant à l'importance de la sécurité pour la pérennité de notre patient, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Après, on a apporté toute une série d'améliorations, que ce soit au niveau de la prise en main, avec une nouvelle crosse, un nouveau garde-main, et également la possibilité d'installer le point rouge réflexe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc un point rouge qu'on va positionner ici, au lieu de l'emplacement traditionnel ici, et ce qui permet vraiment d'avoir une prise de visée hyper instinctive. Et un canon qui est fabriqué justement dans vos usines à Herstal, quoi, en Belgique. Tout à fait, donc c'est un canon qui est de qualité militaire, D'accord. produit par la FN Herstal, qui est notre Ouais. société sœur active sur le marché militaire. Après, pour le reste, il y a encore certaines similitudes avec l'ancienne SXR, parce que Ouais. si c'est une carabine qui a connu un tel succès, ça s'explique par toute une série de raisons. Je pense notamment au verrou à 7 tenons, ou alors au moteur empreinte gaz qui est vraiment hyper fiable et qui permet vraiment d'avoir un cycle naturel avec tous les calibres. Et alors, question idiote, hein, puisque vous développez, vous distribuez Winchester aussi chez Browning, est-ce qu'elle n'est pas un peu concurrente de la barre, d'autant plus que vous venez de lancer une nouvelle version? Non, elles sont complémentaires, Non, je pense que- elles s'adressent à des marchés différents? S'adresse à des marchés différents, ce n'est pas les mêmes gammes de prix. Après, les carabines, bon, on ne va pas cacher qu'il y a une certaine parenté. Maintenant, ce sont des carabines quand même différentes. Ici, la différence majeure réside principalement dans la sécurité. Donc sur les barres, maintenant, la plupart du temps, c'est un armeur manuel. Ici, c'est un bouton. Et puis, comme j'ai dit, c'est vraiment un prix différent qui permet vraiment d'approcher l'ensemble du marché. Benjamin, tu as déjà essayé des carabines semi-automatiques Non. à la chasse ou au centre de tir? Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime avoir le mouvement Ouais. de réarmement. Mmh. Non. Alors, autre façon de réguler les sangliers, parce que cette année en France c'est un vrai problème, Daphné, justement, la chasse à courre, qui est, cette année, elle a été sacrément bousculée quand même. Hein. Il y a de plus en plus d'opposants à la chasse à courre en France. Comment ça s'est passé dans l'univers des veneurs là, cette année? Alors déjà, évidemment, la première chose à laquelle on pense cette saison, c'est le mois de novembre dont tous les chasseurs, pratiquement tous les chasseurs ont été amputés. Et on n'a pas tellement parlé des veneurs, mais on a été beaucoup affectés parce que la vénerie représente quand même 30 000 chiens en France qui ont été mis à l'arrêt pendant tout un mois. Et donc les chasses à courre sont quand même ce sont des exercices physiques assez intenses, donc les chiens sont entraînés. On commence la saison en septembre et ensuite il y a eu tout un mois de coupure, donc il a fallu réentraîner les chiens. Vous avez été catalogué dans ce qu'on a la appelé la chasse de loisirs. Voilà. Alors que pourtant, beaucoup d'équipages. J'en ai l'exemple, Bien sûr. c'est un équipage de sangliers, donc a priori vous régulez les sangliers. Non, ça n'a Bien pas sûr. été
Ça n'a pas été compris comme ça par le gouvernement, mais voilà, on a bien sûr dû se plier, comme tout le monde, à ces directives. Et donc, il a fallu prendre son mal en patience. Nous, par exemple, on habite au milieu de la forêt dans laquelle on chasse avec nos chiens. Donc, nos chiens entendaient les chiens de chasse à tir chasser des battus qui avaient le droit, juste à côté dans la forêt. Donc, c'était un peu dur pour eux et aussi pour nous. Mais voilà, c'est comme ça, on s'y est plié. Et puis, on a recommencé la saison en décembre. Et alors, la vie du chenil, là, en ce moment, c'est quoi là? Il y a les naissances, comment ça se passe? Les naissances, alors je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, c'est ma période préférée, même si je suis passionnée de chasse, j'adore chasser avec nos chiens et en pleine saison. Mais en fait, le printemps, c'est très sympa aussi, parce qu'on a toutes les naissances qui arrivent là en ce moment. Les chiennes font leur portée, donc c'est très mignon. Et on a aussi il y a combien de portées par an? Parce que c'est important dans un équipage. Alors nous, on élève environ 20 à 25 chiots par an. Il y a des équipages qui en élèvent moins, d'autres plus, mais c'est quoi moyenne, comme race de chien ce que vous utilisez? Des grands anglo-français tricolores. D'accord, c'est ça varie en fonction des équipages, mais c'est le chien le plus répandu, voilà, c'est grand, c'est un biglan plus grand, tricolore. Et en plus de ça, on a donc les jeunes qui sont nés l'année dernière, qui ont 1 an, que nous intégrons dans la meute avec les grands chiens, à qui on apprend leur nom, puisqu'on connaît donc nos 100 chiens. C'est quelle lettre cette année? Alors, ceux qui naissent cette année sont les S. D'accord. Et là, on commence à mettre en meute les R qui vont donc chasser à partir de septembre. D'accord. Ok. Donc là, c'est un espèce de, on commence à, donc on accompagne donc toutes les femelles qui vont avoir des petits. Ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Vous avez un chenil à part? Oui, bien sûr. Elles sont chacune dans leur petite case avec un petit parc pour sortir, faire dedans, dehors comme elles veulent. Vous décidez les mâles qui ont couvert les femelles? Oui, bien sûr. Pour éviter déjà la consanguinité au sein de la meute. Et comme on connaît absolument tous nos chiens, on décide en fonction. Ça peut arriver aussi de faire des mélanges avec une femelle ou un mâle d'un autre équipage pour apporter une autre origine ou une qualité différente de chien. Et les femelles élèvent leurs chiots pendant 3 mois jusqu'au sevrage. Et ensuite, par ailleurs, la meute principale de chiens adultes, on la sort presque tous les jours en forêt ou dans les champs autour pour continuer à avoir une activité physique et surtout maintenir l'interaction et la grande complicité qu'on a avec nos chiens pour leur apprendre leur nom et les sortir tous les jours. Et vous les sortez en vélo pour qu'ils courent, parce que ce sont des athlètes, on le répète. Ce sont des athlètes en vélo, les chiens de meute, c'est des véritables athlètes, quoi. D'accord. Tout à fait. Et justement, ces chiens-là, un chien de meute, il peut chasser combien de temps? Parce que j'imagine qu'il y a un turnover quand même. C'est comme des athlètes. J'imagine qu'ils partent en retraite, entre guillemets, un peu plus, de façon plus précoce que les autres chiens de chasse. Certains peuvent avoir une carrière peut-être un peu plus réduite. Alors, on les économise. On veille toujours dès qu'on voit des signes de fatigue, on ajuste. Ça dépend de chaque chien. Un chien plus petit sera peut-être plus athlétique, donc aura une carrière plus longue. Un grand chien plus lourd, peut-être qu'on l'économisera un peu plus sur sa vie. Mais en gros, l'espérance de vie d'un chien de vénerie peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, pour des grands chiens qui font à peu près 40 kilos, c'est déjà c'est pas mal. Et alors, est-ce que vous avez ressenti cette année le fait que la chasse à courre est de plus en plus décriée, en tout cas est présentée de façon négative, parfois par les médias et tout? Est-ce que vous l'avez ressenti déjà en Côte d'Or et même avec tous vos copains avec lesquels vous échangez, ou finalement c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Alors, pour parler de notre cas en Côte d'Or, avant qu'on ait des anti-chasses ou vraiment qui viennent nous causer du tort, il faudra vraiment qu'ils soient motivés parce qu'on est dans une forêt très isolée. Puis le sanglier, quand même, on a l'impression quand même que les Français, sur le sanglier, ils ont compris que ça ne les intéresse pas. Qu'il y avait une explosion des populations. En fait, honnêtement, les mouvements anti-chasse, pour moi, c'est de la surmédiatisation. En fait, les mouvements sont peu organisés et surtout cette année, on a remarqué qu'ils oscillaient entre division interne ou radicalisation idéologique. Donc voilà, ça diminuait un peu leur message. Et en plus, ils sont concentrés, alors c'est malheureux pour eux, mais ils sont concentrés dans certains équipages qui chassent le cerf, parce que c'est l'animal que les anti-chasses veulent protéger avant tout, le cerf en forêt périurbaine. Ouais. Donc en fait, il y a très peu d'équipages qui sont embêtés pour tous les autres en France. Mais donc sur 390 équipages en France, j'en ai peut-être 5-6 en tête qui concentrent les anti-chasses. Donc en fait, c'est très minoritaire. Bon, bah, tant mieux, si la réalité c'est ça, tant mieux. Benjamin, toi dans ton restaurant, j'ai vu que tu as carrément des trophées exposés. Donc, c'est des trophées que je fais à l'approche. Je ne chasse pas, enfin j'ai jamais suivi une chasse à courre. Il faudra remédier à ça. Bien sûr, mais après je trouve que c'est pas forcément un faux débat, mais je trouve qu'en effet,
la chasse à courre sur les territoires périurbains, je trouve qu'il faudrait peut-être l'adapter finalement. Parce que c'est un faux débat. Et la violence des anti-chasses et parfois des veneurs ou je ne sais quoi, je trouve qu'il faut juste l'adapter. Parce que c'est vrai que des cerfs qui vont se réfugier dans les villes, près des gares, et ainsi de suite, forcément, ça nous porte préjudice à nous. Peut-être juste adapter les chasses avec les chiens, avec les chevaux et ainsi de suite. Bon, il y a une réflexion en cours depuis déjà pas mal d'années et ils ont fait de grands efforts d'ailleurs ces équipages-là. La chasse est consciente, la chasse en général et la vénerie aussi, qu'elle doit évoluer et que à la fois l'urbanisation galopante qui mange les forêts, c'est pas non plus souhaitable, mais en même temps, on ne peut pas aller contre le fait que les gens construisent et que les villes ont leur place aussi. Donc tout est une question d'équilibre. Tu as raison. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut juste avoir un bon juste milieu. Alors justement, toi, tu adores l'approche, pendant que Manu nous amène justement une des dernières nouveautés Browning. Toi, le brocard, c'est vraiment un truc que tu adores. Moi, je suis axé brocard. C'est-à-dire que c'est un animal qui me fait vraiment, vraiment rêver. Et je suis peut-être plus sur la partie trophée, mais plus sur la partie aujourd'hui émotion. L'approche, c'est d'abord une émotion, avant d'être un trophée. Plus on voit d'animaux, plus on prend de plaisir, donc forcément plus on prend d'émotion. Et aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, je suis accompagné par mes chiens. Ouais. Donc moi, parfois, mes chiens voient des animaux avant que moi je les vois. Quand j'arrive à approcher, je fais des approches vraiment très près avec mes chiens, c'est juste magique. Je passe pas mon temps ou à prélever ou à vouloir tirer absolument, c'est juste vraiment une émotion que je cherche d'abord. Et ensuite, si j'ai cette émotion, je me permets de prélever l'animal. Mais le chevreuil, c'est quelque chose qui est fou pour moi. Est-ce que tu chasses à l'arc aussi, à l'approche ? Pas encore. Pas encore ? J'ai pas encore eu ce déclic de l'arc. Mais j'ai eu... pas encore. Je sais que je l'aurai parce qu'un jour, on veut goûter à toutes les chasses quand on est chasseur. Je ne l'ai pas encore eu. Au niveau émotion, le brocard à l'approche à l'arc, alors là, tu vas trembler. La buck fever. Ouais, ça, et tu te balades dans toute la France pour... Ouais. Je fais un tout petit peu Sologne. Ouais. Je fais Seine-et-Marne, Tarn-et-Garonne. Mais j'ai la chance d'aller sur un petit territoire en Seine-et-Marne qui est top, où je chasse seul. Et je connais les animaux, donc ça c'est vraiment agréable. J'y vais autant de fois que je veux. C'est à côté de Paris. Donc pour moi c'est top, c'est à 1 heure de la maison. Donc le dernier brocard que j'ai prélevé sur ce territoire, c'était fin septembre. Ouais. Donc c'était vraiment tard pour la saison d'approche. Mais c'était fou. En Côte d'Or, il y a des gens qui chassent un peu à l'approche aussi, le brocard. Oui, j'imagine. Mon copain en est un exemple. Lui, il chasse beaucoup à l'approche, justement, tout l'été. Donc à court l'hiver et à l'arc à l'approche l'été. Et c'est des émotions qu'il aime, justement, parce qu'il aime ce travail de la chasse dans l'effort et prélever un gibier si on le mérite, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais... voilà, la chasse dans tout un ensemble, on part, faire attention à chaque geste, être vraiment en communion avec son environnement, la nature, et les animaux autour. Et en fait, on remarque que le ratio est assez faible et ça nous remet un peu dans notre humilité et notre condition humaine de se dire que la nature et les animaux sont quand même encore très forts et bien sûr plus alertes. Et comme Marine qui était avec nous tout à l'heure, toi tu cuisines aussi le gibier ? Oui, alors moi j'ai un principe, je garde toujours un morceau du gibier que les chiens prennent à la chasse à courre. Donc contrairement à ce qu'on dit, le gibier qui est pris en chasse à courre, donc en vénerie, on peut le consommer. Bien sûr, bien sûr. Alors, souvent on entend dire non, on ne peut pas le prendre parce qu'il y a éventuellement de l'urée, des choses comme ça, mais non. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une viande qui est assez tendre et en choisissant les bons morceaux et en le cuisinant bien, c'est du gibier qui est tout à fait délicieux. Et puis j'aime bien le principe de donner une partie de la viande aux chiens parce que c'est leur animal qu'ils ont chassé et également pour nous aussi et nous nourrir et garder ce principe de chasser pour se nourrir que je trouve intéressant.
Alors là, Benjamin, le combo parfait. Je sais que toi, tu utilises déjà une X-Bolt Oui. en battu comme à l'approche. Et là, c'est le combo d'été, hein, c'est-à-dire carabine en plus carbone, donc plus légère, 243 comme calibre. Donc on peut tirer autant le brocard à l'approche que le renard. Petit sanglier éventuellement aussi s'il y a des tirs l'été. Hein, Adrien, ça on a l'impression que c'est fait pour nous, ça. Hein. C'est fait pour l'ensemble des chasseurs parce qu'on propose toute une série de calibres donc qui vont de calibres assez légers comme le 243 à un calibre un peu plus lourd comme le 300 Win Mag. Et effectivement, c'est une carabine qui est un véritable bonheur pour toutes les approches parce que c'est la X-Bolt est cartonne. En France, on en voit plein, oui, ça marche super bien. C'est un rapport qualité-prix. Avec d'ailleurs, imbattable. Ça démarre dans des modèles un peu d'entrée de gamme ou en tout cas jusqu'à des modèles assez luxe qu'on voit parfois avec des très beaux bois. Ça fait partie des carabines de la gamme X-Bolt les plus chers. Donc on est ici sur 2400 € environ. D'accord. Maintenant, il y a moyen de se procurer une X-Bolt pour un peu plus de 1000 €. C'est tout à fait possible. Ici, ce qu'on retrouve, c'est vraiment les caractéristiques qui font de cette carabine une carabine super technique. Comme je dis, la crosse carbone, la carabine ne pèse que 2,7 kg, en 30,06 donc c'est vraiment super léger. Ça monte à l'épaule de manière très instinctive. Et d'autres caractéristiques qui sont visibles à l'œil nu, que ce soit la finition grise, Cerakote de toutes les parties métalliques de l'arme, y compris du fond du chargeur. Il n'y a rien qui brille. Voilà, le diable se cache dans les détails. Et au-delà de ça, on a aussi un petit truc qui généralement est réservé aux carabines custom, c'est le rodage de canon qui est fait à la main. Ah oui, d'accord. Ça consiste vraiment à enlever les petites imperfections qu'on peut avoir lors de l'usinage et ça améliore la précision à long terme. Canon flûté. Oui. D'ailleurs, on n'a pas de modérateur sur cette carabine, mais j'imagine que c'est disponible pour le marché français, mais c'est que vous êtes venu de Belgique avec, et en Belgique, on ne peut pas avoir de modérateur, c'est ça? Non, en Belgique, c'est considéré... D'accord, c'est pour ça, mais sinon, elle est... Très mal considérée. Voilà, sinon, elle est disponible pour tous ceux qui chassent l'été en France. Ouais. Une lunette, d'ailleurs, Kite Optique, donc, qui fait partie tout ce que vous développez, tout ce que vous distribuez. Oui. C'est quoi comme grossissement, celle-ci? Celle-ci, c'est une de 2,12-50. Ah oui, très bien, 10 de luminosité en 50, parfait. 93% de transmission de lumière, donc ça fait vraiment un super boulot. Encore une fois, rapport qualité-prix, je pense assez imbattable. Kite Optique, c'est, à mon sens, la marque qui monte en termes d'optique de tir et de chasse. Donc, et celle-là est déjà sur le marché, cette carabine-là, on la trouve déjà en ce moment? En fait, c'est déjà un best-seller depuis 2 ans. C'est une carabine qui a vraiment un très très gros succès. Donc on a lancé des nouveaux calibres l'an passé. Et alors vous avez amené aussi une paire de jumelles, donc c'est une nouveauté aussi de chez vous, c'est ça? Voilà, donc l'an passé, en fait, on a sorti une exclusivité mondiale. Ça n'existait pas, c'était des jumelles stabilisées. Alors les jumelles stabilisées, vous allez me dire, ça existe depuis longtemps. Oui, sauf que d'habitude, la stabilisation, elle est jusqu'à 1 degré. Donc l'an passé, on a sorti les 10 et les 12-30, stabilisées jusqu'à 3 degrés. Ici, cette année-ci, c'est les 12 et les 16-42. Alors, mais juste pour vous donner une petite image, en fait, quel est l'avantage d'avoir des jumelles stabilisées? Quand vous faites justement une approche ou quand vous observez en voiture, c'est parfois un petit peu la galère pour prendre le gibier dans ces jumelles parce que ça tremble pour toute une série de raisons, etc. Avec des jumelles stabilisées, c'est vraiment bluffant et je pense que la meilleure manière de vous convaincre, c'est de vous dire d'aller chez votre armurier et d'essayer. Vous allez allumer la stabilisation, vous avez l'impression d'être devant votre téléviseur tellement l'image est nette, stable. Donc c'est vraiment un super produit pour l'approche ou tout simplement pour tous les passionnés de nature. C'est important pour les chasses d'été, Benjamin, parce que effectivement, souvent, quand on repère un brocard à 300-400 mètres, effectivement, le plus important, c'est de voir si c'est un tir sanitaire, éventuellement, si c'est un brocard de récolte ou au contraire un jeune, de choisir est-ce qu'on va le tirer ou pas, c'est-à-dire qu'au contraire, on le laisse vieillir et tout ça. Et c'est vrai que c'est important parce que parfois, on a tendance à surconsidérer la qualité du trophée ou l'âge de l'animal, même si c'est très compliqué. Attention, il y a plein de gens qui vont dire on ne peut pas déterminer l'âge d'un brocard, bien évidemment, avec ce qu'il porte sur la tête, mais néanmoins, il y a des indications, même dans son corps, ses positions. Mais c'est important, effectivement, de ne pas avoir des jumelles qui bougent, parce qu'on a besoin, à 200-300 mètres, d'avoir déjà des premières informations par rapport à l'animal. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on chasse, on a toujours l'impression que c'est un trophée extraordinaire. Voilà. Vous avez plusieurs fois de se dire on l'a bien dans la lunette, on l'a bien dans les jumelles, on le regarde, on l'observe, on se dit c'est un beau prélèvement, donc je vais appuyer.
Et on arrive devant, on se dit « Ah, je ne l'avais pas vu comme ça ». Ouais. Ça nous arrive plusieurs fois et ça peut être des très belles surprises comme des plus petites surprises, mais c'est pas grave, on a eu l'émotion donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que parfois on a ces petits. Alors c'est dans les deux sens, hein. Parfois Ouais, arrive, on arrive sur l'animal et on voit qu'il y a d'autres pointes qu'on n'avait pas repérées. Donc ça fait partie quand même des joies comme c'était arrivé. L'année dernière, je me souviens, tu avais prélevé un très bel animal. Merci Daphné, donc on te revoit très bientôt dans nos émissions du Chasseur Français TV avec Guillaume Desenfants pour Campagne Hebdo. Benjamin, écoute, on va se revoir, j'espère, sur ce plateau. Regarde, tu es comme chez toi ici. Merci. Et puis je sais que tu auras plein d'histoires de chasse à nous raconter. Adrien, un grand merci d'être venu nous voir ici à Paris avec ces nouveautés. On espère que la saison, finalement, va continuer comme la saison dernière. Là, vous êtes en train d'avoir les commandes qui rentrent de votre réseau. C'est ça? Ça se passe bien pour l'instant? Ça se passe très bien. On est plutôt satisfait de l'évolution du carnet de commandes parce que, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a, je pense, un attrait renouvelé pour la nature et donc ça se ressent dans le monde de la chasse et dans d'autres mondes comme le monde des promeneurs ou des cyclistes. Donc ouais, plutôt content. C'est super. On remercie d'ailleurs nos amis de l'Armurerie du Château dans le 28 à Maintenon qui ont permis aussi qu'on puisse recevoir ces armes. Voilà. Et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Je tiens à faire un petit coucou à mon maître, celui qui finalement a fait que je suis en train de présenter cette émission. C'est Jean-Pierre Fleury qui nous regarde depuis la Corse. Je lui fais un grand coucou. C'est lui qui a créé Histoire naturelle, qui a lancé Season et c'est notre maître à tous. Donc Jean-Pierre, on te salue. Et on espère que tout va bien en Corse où il doit faire beau. À très bientôt dans nos émissions et sur notre programmation du Chasseur Français TV. À bientôt.